Alors, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon vos différentes positions géographiques. Votre frère Mahmoudou Babila Keïta, j'ai tenu à jouer cette musique sur laquelle je n'ai aucun droit pour entamer cette sortie d'aujourd'hui, mardi 8 avril 2025. Cette vidéo, je devrais la faire hier sur ce sujet d'actualité qui concerne notre couple de stars. Je vais bien entendu parler de Mohamed Kamisoko Azaya, que tout le monde connaît, un artiste qui est en train d'écrire à sa manière les belles pages de la musique africaine de Guinée, avec tout le potentiel qu'il a, le potentiel d'artiste complet, né dans l'art, depuis la grande famille de Balakala, qui se trouve être l'un des foyers, l'un des grands foyers ou un lieu de pèlerinage pour tous les grands artistes mandingues qui ont rêvé faire carrière dans la musique. Et c'est là que Azaya a commencé ses premiers pas pour se retrouver au sommet de la musique guinéenne aujourd'hui, de manière incontestable, avec tout le mérite qui lui revient aujourd'hui. Il faut le reconnaître, c'est une fierté pour notre pays, c'est une fierté pour la musique africaine tout court. Et bien évidemment, avec lui, cette autre voix, cette nouvelle cantatrice qui nous vient de Sumbori, précisément de la ville de Fria. Elle, c'est la merveilleuse Djelika Babintou, surnommée la BMW ou la patronne, qui aussi, à sa manière, est en train d'imprimer à la musique guinéenne sa marque toute particulière et remarquable, n'est-ce pas, pour se hisser au rang des grandes stars qui ont marqué l'histoire de la musique guinéenne. Aujourd'hui, elle se trouve être l'une des véritables héritières, n'est-ce pas, des grandes stars que nous avons connues ici en Guinée, pour avoir hissé haut le drapeau guinéen, la musique guinéenne, par leur façon de faire, par leur créativité, par leur talent, afin d'honorer la culture guinéenne. Eh bien, ce couple magique qui nous a fait le plaisir de légaliser leur relation par les liens du mariage en 2019, fin 2019, nous a émerveillés, en tout cas de 2019 à 2020, 2021, 2022 jusqu'en 2023, ce couple n'a cessé de procurer du plaisir aux millions de Guinéens, de divertir les millions de Guinéens, d'inciter, n'est-ce pas, des jeunes à fonder de véritables relations de mariage dans un véritable amour. Un couple qui, autrefois, inspirait plus d'un, un couple qui, auquel tout le monde enviait, un couple qui a poussé d'autres à prendre leurs responsabilités pour en venir, n'est-ce pas, au lien sacré du mariage avec leur bien-aimé. Ce couple, il faut le dire, a positivement impacté la vie de milliers de jeunes, que ce soit en Guinée ou en Afrique. Et c'est pourquoi leur passe-temps, leur moment de folie, souvent pour émerveiller leurs fans sur les réseaux sociaux, mobilisaient des milliers, voire des millions de personnes. Leurs vidéos de complicité ont fait le tour du monde à travers les différents réseaux sociaux. C'est ce couple qui se trouve être
sur le chemin de la séparation. C'est ce couple qui se trouve être aujourd'hui au bord de l'explosion. C'est ce couple qui se trouve être sur le chemin de la rupture totale, brusque, mais aussi déplorable, que nul n'aurait souhaité pour eux. Parce que tout simplement, ils ont fait rêver de nombreux jeunes, ils ont inspiré de nombreux couples, ils ont émerveillé pas mal de personnes en Guinée et dans le reste du monde. Ceci dit, chers frères et sœurs, cette vidéo aura plusieurs thématiques, mais qui vont tourner autour de ce cas précis. Mais profitant de cette même opportunité, nous allons essayer de vous livrer quelques messages, quelques paroles de sages, mais également, puisque nous sommes des croyants, et moi, sur la foi de ma croyance, je vais aussi vous livrer un extrait du dernier sermon du champion du monothéisme pur, notre prophète bien-aimé, Mohammed ibn Abdullah, que la paix d'Allah et le salut soit sur lui, par rapport justement aux droits de l'homme et de sa femme, par rapport à une relation de mariage, par rapport à une vie de couple. Nous allons faire appel à cet extrait pour toujours essayer de rappeler à certains d'entre vous ce que c'est que véritablement le mariage. Le premier sujet que je voudrais aborder, c'est ma propre publication d'hier matin. J'ai fait un post où j'ai posé la question en demandant si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre pourquoi ce n'est que maintenant que notre sœur Djelikaba Bintou a décidé de publier ces photos sur le présumé cas de violence ou les présumés cas de violence conjugale qu'elle aurait subi de son cher époux, notre frère Azaya. Cette question, j'ai vu, il y a plus de 200 et quelques commentaires. Chacun est parti de ses propres appréciations, de son opinion personnelle pour tenter d'apporter une réponse. L'objectif de la question, d'aucuns ont estimé que c'était un soutien à Azaya. Peu importe, je ne peux pas interdire cela parce que tout simplement, les interprétations sont diverses et donc ils ont fait leur interprétation. Et moi qui suis l'initiateur de la question, de la chose, je me fais le devoir de venir faire une précision sur cette sortie. Ce que j'ai voulu faire remarquer à travers ce poste, c'est un seul élément. C'est un seul élément. Toutes les guerres qui ont été créées dans ce bas monde, il a fallu que certains attisent le feu. Il a fallu que certains appuient, n'est-ce pas, sur le bouton déclencheur de la guerre. Il a fallu que des businessmen de la crise s'élèvent quelque part pour tirer sur la fibre sensible, pour plonger l'humanité ou les pays ou encore des groupes de communautés ou des personnes à se livrer des guerres sans merci. C'est une évidence. Aucune guerre, aucune mésentente, aucune discorde n'est née de façon hasardeuse. Dès qu'il y a des interférences, ça s'amplifie. Dès qu'il y a des interprétations, ça s'amplifie. Dès qu'il y a, n'est-ce pas,
des implications diverses, eh bien, la crise s'intensifie. C'est indéniable. Je voudrais faire remarquer, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas connu ou qui ne connaissent pas véritablement Yelikaba Bintou, c'est vrai, je n'ai aucun rapport particulier avec elle, mais je me suis renseigné sur elle à travers des connaissances Afria qui l'ont vu naître, qui l'ont vu grandir. Je me suis renseigné sur elle à travers des personnes qui l'ont côtoyée, qui l'ont pratiquée. Il semblerait, sur la foi de ces témoignages, que c'est une fille, ou c'est une dame du moins, très calme, très posée, très respectueuse de ce que j'apprends. Et à l'observer également sur la scène publique, j'observais un élément, quelque chose de très essentiel chez elle. C'est une femme qui a honte. Ça peut paraître bizarre, mais c'est l'une des meilleures qualités. Vous voulez épouser une femme? Trouvez-vous une femme qui a honte. La femme qui a honte veille toujours à ses démarches, à tous les actes qu'elle pose pour éviter de se mettre la honte ou de mettre la honte sur son conjoint, sur son époux. Si, depuis maintenant 1 an ou plus, Yelikaba Bintou, qui dit avoir été plusieurs fois battue par son mari, n'a jamais voulu exposer une seule seconde à l'opinion publique ce qu'elle subissait dans son foyer pendant tout ce temps. Yelikaba Bintou qui s'est résigné, qui s'est tu, disons, qui a accepté d'encaisser ce qu'elle subissait dans son foyer, pour éviter d'exposer sa vie privée, pour éviter d'exposer son intimité, pour éviter d'exposer son mari à qui elle a dit oui devant Dieu et devant les hommes, sans contrainte, sans aucune obligation, mais par amour. Je dirais même un véritable amour. Tout le monde est témoin quand ce couple décidait de se marier. Et quand ce couple venait de se marier, et les années de gloire que ce couple a passé ensemble, tout le monde est témoin de l'expression de leurs sentiments, de leur amour l'un pour l'autre, qui ne souffrait d'aucune ambiguïté. Que cette dame, Yelikaba Bintou, malgré toute la pression qu'elle subissait des médias et des businessmen de la crise, qui n'ont cessé de la talonner dans l'ombre, qui n'ont cessé de la chatouiller, qui n'ont cessé de la provoquer, qui n'ont cessé de l'inciter, qui n'ont cessé vraiment de la pousser à sortir hors de sa zone de confort pour mettre sur la place publique sa vie privée, pour mettre sur la place publique les épreuves qu'elle endurait chez son mari. Elle n'a jamais accepté de le faire. Les médias l'ont acculée, l'ont interrogée une fois. Il est arrivé un moment où ces images ont fuité sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont tenté de certifier ou en tout cas de l'emmener à s'exprimer sur la véracité ou non de ces images qui la montrent défigurée, qui la montrent violemment battue, mais elle s'est abstenue. Elle est restée une femme forte. Elle n'a jamais daigné mettre ça sur la place publique. Elle n'a jamais voulu exposer cette partie de sa vie. Après 1 an, elle l'a fait.
Djelikaba Bintou, que je ne cesse de regarder, observer dans sa musique, que je ne cesse d'écouter, n'est-ce pas, tous les jours presque, que je ne cesse de regarder sur les réseaux sociaux, dans ses interviews. J'ai foi que cette dame, si ça me tenait qu'à elle et à elle seule, n'allait en aucun cas, et pour ne rien au monde, revenir sur ce sujet qui était d'une certaine manière derrière elle, qui pour elle appartenait désormais au passé. Cette page sombre de sa vie était déjà dans les corbeilles. Djelikaba Bintou que j'observe au quotidien, rien et ni personne ne pouvait l'amener à exposer cette situation à l'opinion publique. Si elle l'a fait maintenant, bien que n'ayant pas de preuves tangibles, mais je suis sûr et certain qu'il a fallu que des gens attisent le feu. Il a fallu que certains membres de son entourage veuillent appuyer sur le bouton sensible. Que certaines personnes qui n'ont jamais voulu de leur relation, ou certaines personnes qui étaient jalouses de leur relation, ou certaines personnes animées de mauvaises intentions, de mauvaise foi, certaines personnes avec, n'est-ce pas, des intentions masquées, certaines personnes tout simplement possédées par le démon, l'amènent à finalement prendre la décision d'exposer cette affaire, de déterrer, si vous voulez, ces éléments qu'elle avait déjà archivés. J'ai voulu faire comprendre à l'opinion publique que chacun de nous doit faire attention. Tous les conseils qu'on nous donne ne sont pas des bons conseils. Tous les amis qui nous entourent ne sont pas des bons amis. Tous les collaborateurs avec lesquels nous partageons notre quotidien ne sont pas des bons collaborateurs. Tous ceux qui nous sourient au quotidien n'ont pas forcément des bonnes intentions pour nous. Tous ceux qui vous applaudissent ne vous aiment pas. Tous ceux qui vous soutiennent publiquement ne vous soutiennent pas véritablement dans leur cœur. Tous ceux qui vous disent « allons-y », il y en a, quand vous regardez en arrière, vous ne les verrez pas. On est dans un monde hypocrite. On est dans un monde malhonnête. On est dans un monde ingrat. On est dans un monde méchant. Il faut faire attention. Djelikaba Bintou avait décidé de faire, dans la sagesse, de prendre de la hauteur, d'encaisser et se remettre, n'est-ce pas, à la volonté divine, comme quoi le destin est inévitable. Ce qui est passé. Qu'elle a sa vie maintenant devant elle. D'où l'expression renaissance pour le baptême de son nouvel album. Qu'elle renaît. Elle a laissé donc derrière elle une page de sa vie remplie de hauts et de bas. Elle n'a pas été que sombre. Ce fut aussi une merveilleuse page de sa vie. Nul ne peut nier cela. Mais faites attention. Faisons attention. Faisons attention. La vie des stars
c'est une vie de tempête. La vie des stars, c'est une vie de souffrance. La vie des stars, c'est une vie de fragilité. La vie des stars, c'est une vie de difficulté. La vie des stars, c'est une vie très compliquée. Vous avez du mal à identifier les bonnes et les mauvaises personnes autour de vous. Quand ça va, vous verrez tout le monde avec vous. C'est quand ça ne va pas que vous saurez décanter, que vous saurez faire la part des choses, que vous saurez qui était pour vous, qui ne l'était pas véritablement. Il y a de ces conseils également qu'on ne peut accepter ou aimer. Pourtant, ce sont des conseils utiles. Tous ceux qui sonnent bien à l'oreille ne sont pas forcément bons. Tous ceux qui sonnent mal à l'oreille ne sont pas forcément mauvais également. Faisons attention. La plupart des gens qui s'expriment sur cette affaire aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à vouloir donner des conseils à X ou Y, sont pour la plupart des gens qui n'ont aucune expérience en matière de mariage ou en termes de vie de couple. Quand les conseillers ne sont pas conseillés, quand les conseillers sont animés de mauvaise foi, de mauvaises intentions, quand les conseillers ont d'autres idées derrière la tête, c'est pourquoi moi je conseillerais à qui veut l'entendre qu'il faut savoir faire la part des choses. Une vie de couple, c'est une relation sacrée. Une vie de couple mérite d'être protégée. Une vie de couple mérite d'être encadrée. Une vie de couple ne mérite pas d'être exposée. Une vie de couple se gère dans l'intimité, dans la confidentialité, dans la discrétion. Il y en a par moments des choses que nous pouvons exposer peut-être pour donner de bons exemples, pour inspirer d'autres. Mais il faut prendre le soin de pouvoir mener sa vie privée, telle que le nom l'indique, de manière privée. La folie des réseaux sociaux aujourd'hui fait que d'aucuns estiment que tout doit être su, tout doit être exposé, tout doit être sur la place publique. On en a vu. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de vous citer des noms. Mais on a vu des couples quand même. Des grandes stars dont personne ne connaît d'ailleurs leur épouse. Ou peu de personnes connaissent leur épouse. Il y en a assez. En Guinée ici, en Afrique et dans le reste du monde. Mais quand c'est un couple de stars, l'homme est connu publiquement, la femme est connue publiquement, cela va sans dire que tout le monde les connaîtra forcément. Sauf qu'il faut veiller à ce que tout le monde ne découvre pas ce que vous êtes intimement. À ce que tout le monde ne sache pas ce qui vous lie en privé. À ce que tout le monde ne découvre pas votre côté privé, votre côté sacré. Le mariage, votre vie de couple, les réalités de cette vie. Tout le monde ne doit pas savoir. Tout le monde n'a pas droit de s'interférer dans votre vie de couple. Tout le monde n'a pas droit de même savoir que vous êtes heureux ou malheureux. Il faut faire attention. Il faut faire attention.
Ça, c'est la première partie. Je vous reviens. Chers frères et sœurs, encore une fois, bonjour et bonsoir, selon vos différentes positions géographiques. Je reviens dans cette autre vidéo pour aborder d'autres pans de mon intervention, d'autres volets de ce sujet, où d'ailleurs beaucoup de personnes m'attendent. Les images que nous avions vues ou que nous avons vues sur la toile et le texte qui a accompagné le témoignage de Yelika Babintou notamment, c'est quelque chose de révoltant. C'est révoltant. C'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est quelque chose qui nous indigne tous. C'est une évidence. Aucune femme ne mérite d'être battue de la sorte. Je le dis encore, aucune femme ne mérite d'être battue de la sorte. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y en a pas de cas, de dizaines, voire de milliers de cas, comme cela, dans notre société, ou dans les sociétés africaines, mais qui finissent par être éradiqués calmement, sagement, socialement, traditionnellement, culturellement, pour amener des hommes qui s'illustrent dans la violence à complètement changer d'attitude. J'en ai connu. J'ai eu des amis, femmes, qui ont été torturées par leur mari. Elles peuvent voir cette vidéo. Ça m'a révolté. J'ai entrepris des actions pour les aider à obtenir justice. Et après, j'ai changé d'approche. Nous avons trouvé d'autres mécanismes, d'autres alternatives, d'autres solutions basées, n'est-ce pas, sur nos réalités traditionnelles, nos réalités culturelles, basées sur les valeurs sociétales que nous avons, jusqu'à ce que leurs époux, de leur plein gré, se sont confondus en excuses et ont promis de ne jamais, et plus grand jamais, porter la main sur elles. Et jusqu'à date, je ne pense pas qu'une d'elles a encore été frappée par son mari pour quelque raison que ce soit. Celles-ci continuent aujourd'hui de vivre sous le toit de leur mari. Les relations sont revenues à leur meilleur niveau. Les morceaux ont été recollés. L'amour, la compréhension, l'acceptation, le pardon et la tolérance continuent de régner dans ces familles. Il y en a également des hommes qui ont été battus. Mais la société n'a jamais été informée. Vous savez pourquoi? Le mariage, chez nous, en Afrique, je ne parle pas de ceux-là qui sont occidentalisés ou qui sont dans l'aliénation aujourd'hui, qui ont renoncé aux valeurs africaines. Mais nous qui sommes africains et qui sommes fiers d'être africains, qui sont attachés aux valeurs culturelles africaines, nous savons que le mariage, c'est entre deux familles et non entre deux personnes. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour le mariage, puisque nous sommes musulmans. Nos mariages sont célébrés aujourd'hui à la fois sur les prescriptions du Saint-Coran, mais aussi sur les recommandations prophétiques et également sur nos valeurs traditionnelles.
pour qu'il y ait un mariage, il y a véritablement ce qu'on appelle le consentement du père de la femme ou de son tuteur. Le consentement est le pilier du mariage. Et ce consentement-là est donné devant deux témoins de part et d'autre, du côté de la femme et du côté de l'homme. Il y a ce qui suit après la dot, qui représente en quelque sorte le prix, n'est-ce pas, pour délivrer la femme de l'autorité de son père ou de son tuteur pour la placer désormais sous notre autorité, sous notre contrôle. Quand un père de famille accepte de donner sa fille en mariage, il renonce entièrement à ses droits sur sa fille. Il transfère au mari de sa fille les prérogatives qui étaient les siennes, les obligations qui étaient les siennes, pour les transférer à son mari qui doit désormais représenter ou jouer le rôle de père et de mari pour la fille, pour la nouvelle mariée, pour son épouse. Et c'est pourquoi le sermon qui se tient souvent à l'occasion des mariages, on rappelle toujours les droits et devoirs, sans même parler de la célébration du mariage au niveau de l'état civil, où on rappelle les dispositions du code civil. Mais traditionnellement dans nos sociétés, vous allez voir à la constitution ou à la cérémonie du mariage, il y a énormément d'objets qui arrivent là. On envoie des aiguilles, on envoie des fils, on envoie des tissus, on envoie des calebasses, on envoie énormément de choses. Chaque objet présenté à l'occasion du mariage a une valeur significative, a une fonction sociale, a une explication culturelle et donc a un rôle éminemment essentiel pour permettre aux deux mariés de s'accepter, de s'écouter, de se pardonner, de s'aimer et de tout faire pour survivre aux tempêtes qui peuvent arriver par moments dans leur couple. Le divorce n'est pas interdit, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Le destin décide pour certains qu'il y a un divorce, 2, 3 ou voire plus. Ça arrive. On en a connu. Cependant, même s'il y a divorce, le jour où les deux personnes se sont jurées amour et fidélité, la première fois qu'une femme déclare ouvertement vouloir être l'épouse d'un homme, même si ce mariage s'effrite après, ce jour reste inoubliable. Et dans toutes les relations humaines, il y a des hauts et des bas. Malheureusement, l'être humain est enclin à voir des fautes de près et les mérites de loin. C'est-à-dire, vous allez au beau vouloir faire du bien pour X ou Y, pour votre mari ou pour votre femme, dans votre vie de couple, pendant des années, le jour où vous commettrez une bêtise, une faute ou une erreur, le mari ou l'épouse ou la femme, donc, va tout de suite vouloir mettre à l'eau tous les biens que vous lui avez fait pendant des années.
pour ne voir que la seule erreur, pour ne voir que la faute qui vient d'être commise. C'est la nature de l'être humain. Mais tout cela se gère. On dit que le mariage se coud comme un habit. Qu'on reste à coudre le mariage jusqu'à, n'est-ce pas, faire toutes sortes de raccommodages. Pourvu que ça tienne. Mais si ça ne tient pas, pour avoir vécu un jour ensemble, il ne sert à rien de vouloir se détruire pour toujours. Pour avoir passé des moments d'intimité ensemble, il ne sert à rien d'exhiber les pages sombres d'une vie de couple aux yeux des gens qui n'ont jamais été témoins de votre mariage, aux yeux des gens dont la voix n'a jamais compté quand vous vous mariez, aux yeux des gens qui n'avaient aucune autorité dans la prise de décision qui vous a fait mari et femme. Il faut faire attention. Le mariage, c'est l'une des relations humaines les plus complexes au monde, les plus difficiles au monde. Ceux qui pensent que tout est rose dans le mariage se trompent. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire et qui peut surprendre, libre à chacun d'accepter ou pas, l'amour n'est pas éternel. L'amour n'est pas éternel. Le sentiment d'amour dont on parle, l'amour n'est pas éternel. Dans une vie de couple, l'amour n'est pas éternel. L'amour s'effrite, ou l'amour diminue, ou ça fait des variations de façon aléatoire. Ce qui compte, notamment pour l'homme, c'est la pitié. Ce qui compte, c'est de penser à ses engagements. Le jour où on a décidé d'épouser telle ou telle femme, ou de prendre telle ou telle femme pour épouse, les engagements que nous avions tenus, ce jour, devant Dieu et devant les hommes, qu'on veille, penser à cela à tout moment pour pouvoir préserver son foyer, son mariage. Le sentiment peut disparaître, la pitié doit demeurer, le respect des engagements doit rester, la responsabilité doit primer. Et pour la femme également, c'est d'accepter d'encaisser. C'est pourquoi on dit aux Mandingues, dans l'histoire de notre contrée, ou aux Mandingues précisément, il est toujours dit par les griots que ce sont les enfants des femmes soumises, des femmes qui ont encaissé des épreuves, qui ont encaissé des coups, qui ont enduré des épreuves, qui deviennent grands, qui font l'histoire. C'est pour autant dire, même si cela ne peut ne pas paraître vrai aux yeux de certains, mais c'est pour amener juste les femmes à être dans cette quête perpétuelle d'héritiers de grande renommée qui l'emmènera, n'est-ce pas, à encaisser des coups, à accepter des choses, à dire oui, même si au fond d'elle, elle ne partage pas, à dire ok, même si elle n'approuve pas.
à demander pardon, même si elle a raison. Il y a 3 ou 4 textes que j'ai préparés. J'ai fait des recherches, j'ai retrouvé certains textes que j'avais lus par le passé. J'ai lu des documents. Je voudrais partager ces éléments avec vous pour amener chacun à prendre conscience de certaines situations. Apprenons tous à rester calmes sans se mettre en colère. Apprenons à nous éloigner l'un de l'autre, s'il le faut, sans qu'il n'y ait la haine. Apprenons également à dire « ok » sans vouloir jamais répondre par des arguments, sans vouloir se défendre. De part et d'autre. Ce n'est pas facile. Mais il faut l'accepter. C'est dans l'acceptation qu'un couple peut vivre jusqu'à la fin des temps. Il faut de la force pour choisir la paix plutôt que la fierté, le silence plutôt que les cris et la compréhension plutôt que la colère. La protection de l'autre plutôt que l'exposition. Qu'on se dise que l'énergie que chacun de nous a est tellement précieuse qu'elle ne doit en aucun cas et pour ne rien être gaspillée sur des choses ou pour des personnes qui ne valent pas la peine. Partir ne veut pas dire aussi qu'on est faible. Accepter également de rester ne veut pas dire également qu'on n'a pas d'autres options. Ça veut dire tout simplement qu'on grandit tous les jours. Et dans toutes nos prises de décision, on exprime notre maturité, on exprime notre sagesse. Il faut accepter de protéger sa paix. Il faut accepter, n'est-ce pas, de promouvoir la paix. Au lieu de livrer des combats qui n'apportent presque rien. Dire OK pour un homme ou pour une femme, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout ou avec tout. Non, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle l'acceptation mutuelle, ça s'appelle le respect, ça s'appelle la considération. Ça s'appelle honorer ses engagements. Ça s'appelle écouter les conseils de ses parents. Parfois, les actions parlent plus fort que les mots. Quand l'homme crie, la femme doit faire l'agneau. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible. Il faut accepter de lâcher prise sur les rancunes et les rancœurs qui alourdissent le cœur, qui nous chargent d'émotions négatives, qui nous chargent d'énergie négative. Dans un couple, il faut se concentrer sur ce qui compte réellement, ce qui compte véritablement. Il faut toujours être en quête perpétuelle de compréhension, d'entente, d'acceptation, de pardon, de tolérance. Sans ces valeurs, on ne saurait fonder
une véritable famille. Chaque pas effectué vers le calme et l'acceptation rend le mari et la femme plus légers ou légères et plus libres. Parce que tout simplement, là où on sème le calme et l'acceptation, il n'y a ni de guerre, ni de bruit, encore moyen de séparation. Il faut le comprendre. Quand il y a un problème dans une vie de couple, les deux mariés tentent de gérer. Après, il y a quelques bons et fidèles amis, de part et d'autre, qui sont impliqués. Dans un monde hypocrite, on a du mal même à connaître ses véritables amis. Surtout quand on est star, surtout quand on est une célébrité. Au-delà, on implique les témoins du mariage, et du côté de la femme et du côté de l'homme. Et par-delà, ça arrive aux deux familles. Chacun doit s'illustrer, chacun doit œuvrer à ce que le mariage ne bat pas de l'aile. Chacun doit s'employer pour aider à construire, à solidifier cette union sacrée qui est le mariage. Et c'est pourquoi je m'en vais vous faire la lecture d'un extrait du dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il dit, méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartiennent le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Fin de citation. Ça, c'est un conseil, une recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On revient dans une autre vidéo. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon vos différentes positions géographiques à travers le monde. Que Dieu, le Tout-Puissant, accepte d'éteindre le feu allumé par le Satan et ses disciples entre toutes les personnes qui s'aiment, qui s'estiment et qui voudraient bien vivre éternellement ensemble. Que Dieu fasse régner la paix, l'harmonie dans nos différents couples. Je reviens dans cette autre vidéo pour encore attirer l'attention de nos sœurs, de nos mamans,
les baromètres de la société sans lesquels aucune vie n'est possible. Par la grâce de Dieu. Les femmes. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. La plupart des femmes que vous écoutez, qui sont ou qui se font appeler coach matrimonial ou je ne sais quoi d'autre, celles qui sont en train de raconter sur les réseaux sociaux, on ne me fait pas ça, aucun homme ne peut me faire ça. Je ne me rabaisserai pas pour un homme. Ou le premier mari d'une femme, c'est son travail, etc., etc. Toutes ces femmes, celles d'entre elles qui sont mariées, posez-leur la question, comment elles sont dans leur foyer? Et celles qui ne sont pas mariées, je ne les en veux pas. La personne qui n'a jamais traversé le fleuve ne saura jamais quelle est la profondeur de l'eau. Celles qui ne sont pas mariées et qui se font conseillères, des dames qui sont mariées, qu'est-ce que vous avez à apprendre d'elles, concrètement? À nos sœurs, vous voulez protéger vos foyers? Éloignez vos vies de couple des réseaux sociaux. Cessez de raconter votre vie de couple. Cessez de raconter vos intimités. Le mariage est sacré. Il y a ceux qui se partagent, il y a ceux qui se protègent. Il y a ceux qui se disent, il y a ceux qui se gouvernent. Celles, je m'excuse beaucoup, il y en a bien sûr, des défenseurs des droits humains, des activistes des droits de la femme, que je respecte. Mais il ne faudrait pas qu'on se perde de chemin. Il ne faudrait pas qu'on se perde d'objectifs. S'il y a une violation quelconque à l'égard d'une femme, il faut exiger que la législation en vigueur dans ce pays soit appliquée à son bourreau. Et surtout, on ne peut être plus victime que la victime elle-même. On ne se lève pas un beau matin pour bondir sur tout comme nous le voulons. Il faut attendre d'être saisi de certaines situations. Le mariage, ça se casse et ça se recolle. Oui, ça arrive. Les femmes qui sont en train de vous mettre des idées rebelles dans la tête, qui sont mariées, demandez-leur comment elles vivent dans leur foyer. Aucune d'elles n'a jamais été touchée en ce jour par son mari. Aucune. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de tromper les autres. Faire croire que nous vivons une vie paradisiaque. Aucune relation humaine n'est parfaite. Aucun être humain n'est parfait. Arrêtez de vous servir de la conscience des gens. Arrêtez de mener vos business sur la vie des gens. Vous traversez vous-même des difficultés avec vos époux. Vous avez été quelquefois giflé. Vous avez même été renvoyé. Vous vous êtes agenouillé pour supplier, n'est-ce pas, vos maris dans vos différents, dans vos foyers. Vous l'avez fait. Et vous faites croire qu'on ne vous marche pas dessus. Vous faites croire que vous êtes des reines, que vous donnez des ordres chez vos maris. On est africain, on n'est pas européen. Le mariage a une dimension
social, le mariage a une dimension spirituelle, le mariage a une dimension religieuse, le mariage a une dimension culturelle. Montrez-moi une seule famille en Guinée où l'enfant a pris sa maman vieille de 70 ans ou de 80 ans ou de 90 ans ou de 100 ans, l'envoyer dans un foyer quelque part pour dire que c'est le foyer des vieilles personnes qui n'a plus le temps de s'occuper de sa maman ou de son papa. Montrez-moi une seule famille où les enfants ont pris leur mère ou leur père pour aller la confier quelque part dans un foyer, dans un service social, parce que tout simplement ils n'ont pas le temps de prendre soin de leurs parents, de leur vieille mère ou de leur vieux père. Une seule famille. Ça se fait en Occident, ça se fait en Europe. Ça veut dire qu'on n'a pas la même culture. Et vous voulez faire le toubab alors que vous êtes noir, vous êtes africain. Vous voulez renoncer à vos cultures, à nos traditions, pour vouloir épouser celle qui ne vous appartient pas et qui ne vous ressemble pas. Les cultures s'embrassent des fois. On peut prendre ce qu'il y a de bon chez l'autre. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ses fondements. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ses propres valeurs au profit de l'autre. Nous savons les fondements du mariage en Afrique. Nous savons ce que la tradition enseigne, ce que la culture enseigne, ce que la religion enseigne, ce que spirituellement, les valeurs qu'on nous transmet sur le mariage ou dans le mariage. Qu'on veille tout foutre au sol au nom d'une lutte de quoi je ne sais pas. Faites attention. Et même en Occident, les couples, parfois ça bagarre entre eux. S'ils veulent, ils se réconcilient entre eux. S'ils veulent, ils font recours à la loi. En Afrique, les pères et les mères parlent, les enfants écoutent et obéissent. Ce n'est pas forcément le cas de l'autre côté. Ici en Guinée, chez nous, en Guinée, les pères donnent des instructions. Les pères donnent des instructions. Les mères et les enfants s'exécutent. Ici, en Guinée, nous avons nos traditions, nous avons nos cultures, nous avons nos enseignements, nous avons nos éducations. Toutes les femmes qui ont fait des foyers ont connu des hauts et des bas. Le mariage africain a ses contours et pourtours. Les difficultés dans le foyer, ça ne finit pas. Mais l'éducation, la culture, la dimension religieuse et spirituelle et même sociale nous permettent de transcender ces difficultés et aller à l'essentiel. Survivre à ces difficultés et aller à l'essentiel. Ça ne veut pas dire que le divorce peut ne pas arriver. Non, ça arrive. Oui. Ça arrive et c'est normal. Mais le mariage détruit ne veut pas dire que les couples doivent se détruire. Quand un mari violente sa femme, la femme, si elle décide de porter plainte, c'est son droit. Si elle décide de ne pas porter plainte, c'est son droit. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne peut pas être plus victime que la victime directe elle-même. Une femme qui décide de se taire
sur ces difficultés a une bonne raison. Une très bonne raison. Il faut savoir prendre de la hauteur. Homme ou femme, quand vous vous séparez, il y a plein de choses qui se passent avant que le divorce ne soit acté. D'ailleurs, le couple, vous, tous ceux-là qui sont en train d'envenimer la situation, d'enflammer la situation, on a tous été témoins de la signature de leur acte de mariage. Mais jusque-là, personne n'est témoin ou personne n'a été informé que le divorce a été officiellement acté entre les deux personnes. Un mariage qui a été célébré devant la loi se déconstruit également devant la loi. Cela n'est pas fait, à mon sens, en tout cas à ma connaissance, et malgré, il y en a même qui trouvent leur bonheur dans cette séparation, qui trouvent leur bonheur dans cette guéguerre, qui trouvent leur bonheur dans cette passe d'armes, dans cette humiliation de part et d'autre. Celle qui demande d'ailleurs l'annulation des concerts de Azaya, parce que sa femme a dénoncé avoir été battue. Ces militantes féministes, quand même, il faut faire la lutte en conformité avec la législation que vous avez dans votre pays, donc dans notre pays, ici en Guinée. Il y a quelle loi qui dit que quand un artiste frappe sa femme, on doit interdire ses concerts? Non, la loi a prévu des peines, en tout cas, qui lui sont applicables. C'est clair. C'est clair. Mais il faut que ces concerts soient annulés. Il faut que ces concerts soient annulés. Ça, c'est de la pire méchanceté. C'est de l'ignorance. C'est une déception, tout simplement. Oui, on condamne la violence. Oui, si la victime décide de saisir la justice pour obtenir gain de cause, nous la soutiendrons. Mais si elle ne l'a pas fait, que ceux et celles qui se promènent avec des bidons d'essence et des allumettes à la main s'éloignent de cette affaire. Sous le toit qui n'est pas sien, baisser la tête est bien. On le dit ainsi. Faisons attention. Faisons attention. Aucune relation ne vit éternellement ou ne dure éternellement sans connaître des hauts et des bas. Et il est même autorisé de mentir pour aider un couple à se maintenir. Il est autorisé de mentir pour préserver une relation de couple. Il est autorisé de mentir pour favoriser l'harmonie et l'entente dans un couple. Que de dire une vérité qui peut conduire à la dislocation, une vérité qui peut conduire à la destruction, une vérité qui peut conduire au divorce ou à s'aimer la haine entre deux personnes qui se sont aimées autrefois, mais qui ont décidé de se séparer. Parce que tout simplement, quand l'amour diminue, c'est même autorisé, même par l'islam. C'est autorisé. Quand il n'y a plus d'amour, mieux vaut se séparer. Aussi, on peut se séparer, mais c'est la maturité qui doit dominer. Que quand un âne te donne un coup de sabot et que tu répliques par la même manière, vous devenez pareil. Il faut que l'un prenne la hauteur et que l'autre se mette en bas. La vie, c'est comme ça. On dit que la calebasse se casse entre deux mains. Lorsque l'un insiste là-dessus, l'autre main décide de la laisser, ça ne va pas se casser. Ça ne va pas se casser. Il faut savoir prendre la hauteur. Ça peut être l'homme ou la femme.
Il y en a qui sont naturellement dotés du sens de pardon, de l'écoute, de l'acceptation, de la pitié, etc. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. La vie de couple, ce qui se passe entre l'homme et la femme, seul Dieu peut apporter le meilleur jugement. Seul Dieu peut apporter le meilleur jugement. C'est pourquoi, en parlant d'une relation ou de la vie d'un couple, il faut avoir ses limites. Il faut avoir ses limites. Faites attention. La vérité qui peut détruire ou qui conduit à la destruction, il faut s'en méfier. Le mensonge qui peut arranger honnêtement, sincèrement, loyalement, mérite d'être dit dans une vie de couple. Dans une vie de couple, c'est comme ça. Je vous reviens dans une autre vidéo. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez à travers le monde, votre frère Babila Keïta. On remercie Dieu que la tempête entre Azaya et sa femme se soit calmée. Je pense que ça va servir de leçon pour les deux personnes, mais aussi pour d'autres personnes, pour d'autres couples. Azaya aussi saura tirer les leçons de cette situation. L'homme doit pouvoir gouverner son cœur. On dit qui gouverne son cœur, gouverne le monde. Un jour, ça peut surprendre beaucoup de gens. Il y a une femme qui, à mon avis, m'a été envoyée par je ne sais qui pour juste me piéger. Je ne veux pas dire de nom, c'est sous le CNRD. Dans la matinée, la dame en question m'avait écrit, on se connaissait, voilà, on avait une certaine amitié. M'a écrit qu'elle a un rendez-vous à la présidence. Le même jour, elle m'a appelé près de 15 fois, demandant qu'elle souhaite me rencontrer. Qu'elle était invitée dans une émission et qu'elle voudrait bien que je l'aide à préparer cette émission. Je ne voulais pas. J'ai un ami qui m'a poussé à accepter. J'étais déjà au quartier. Je lui ai dit de venir. Bref, elle est venue. Je demande c'est quoi le thème de l'émission. Elle me dit qu'elle ne connaît pas. Je dis je ne peux pas préparer une émission dont je ne connais pas la thématique. Et du coup, elle me répond que je suis sadique. J'ai dit ok. Je n'ai rien dit. Après, elle a sorti le téléphone, elle a appelé quelqu'un. Elle disait colonel, donc elle parlait au téléphone avec colonel, comment ça va, vous êtes rentré, patati patata. Non. Elle a duré au téléphone, il pleuvait. Quand la pluie a cessé, elle a demandé à partir. Je l'ai raccompagnée. Puisque j'avais garé sa voiture devant la cour parce qu'elle était à deux doigts quand elle arrivait de faire tomber son véhicule dans le caniveau. Je suis sorti, j'ai pris sa voiture pour la replacer sur la voie. Elle m'a demandé de rester dans la voiture, qu'on va discuter. Je lui ai dit que je n'ai pas le temps de discuter. Elle m'a allumé. Elle m'a giflé. Aucune femme ne m'avait fait pareil dans ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été giflé par une femme. C'était la première. Elle m'a giflé et tout de suite, le sang a commencé à couler sur mes lèvres.
Mais si la terre pouvait réagir au mouvement de nos pieds ou pouvait répondre, n'est-ce pas, à toutes les agressions humaines qui se font sur elle, j'ai réagi à cette action. Elle m'a giflé, le sang a commencé à couler, je me suis précipité pour rentrer dans la maison et je me suis fait les premiers soins. J'ai les images avec moi. Je n'ai jamais en parlé, je n'ai jamais répliqué, j'ai laissé tomber. Je pouvais agir, mais ma réaction aurait été fatale. Je serais là aujourd'hui, dans le regret. Si c'était pour m'avoir, afin de me coffrer, ou de me faire taire à jamais, elle m'aurait eu. Voyez l'homme qui a tué sa concubine récemment à Cancan. Il vient d'être condamné à perpétuité. La dame a perdu sa vie pour ne rien. Et lui vivra le restant de sa vie en prison. Il faut savoir gouverner son cœur. Il faut savoir se retenir. C'est important, ça c'est valable pour tous les hommes, pour tous mes camarades jeunes. La femme, c'est la femme. De la manière elles sont capables de nous construire ou de nous aider à construire notre vie de façon merveilleuse, de la même manière, elles peuvent contribuer à détruire notre vie en une fraction de seconde. Il faut faire très attention. C'est elle seule qui est douée de toutes les potentialités humaines pour faire à la fois le bien et le mal à tout moment, quand elle le veut et que ça lui réussit. La femme, elle incarne tout. Elle a tout en elle. Elle peut être l'ange Gabriel, tout comme elle peut incarner le Satan en une fraction de seconde. Il faut faire attention. Mais il faut dire que il y a eu énormément de célébrités qui ont divorcé, surtout des grands artistes qui ont divorcé à travers, ici en Guinée, en Afrique et dans le reste du monde. Énormément de célébrités. Il n'y a pas même des artistes, il y en a eu assez. C'est pas mauvais. Il y a de ces divorces qui se font ni vus ni connus. Mais arrêtez de s'aimer le désordre dans la vie des autres. Ce que vous sémez chez les autres, vous allez les récolter chez vous. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Arrivé là, je vais essayer de vous faire la lecture d'un texte. Un sage, un vieux sage qui donnait des conseils à son fils au sujet du mariage. Il dit ceci: mon fils, bonjour. Je t'écris à nouveau et cette fois-ci pour un sujet qui te concerne un peu plus personnellement et d'une haute importance. Comme tu le sais, j'aime à t'envoyer des lettres. C'est pour que tu puisses les conserver afin de les relire plus tard, voire plusieurs fois pour en percer le sens profond. Comme disent les autres, les paroles s'envolent, les écrits restent. La lettre sera un peu longue, mais comme disait ton grand-père, les plus gros poissons se trouvent dans les eaux les plus profondes. Prends ton temps et lis-la jusqu'au bout. On ne fouille pas dans un grand trou sans trouver une grande chose, disent les anciens. Mon fils, tu es un homme aujourd'hui, un homme en âge de se marier et fonder une famille. Et à ce stade, le plus difficile n'est pas tant de fonder une famille, mais de savoir avec qui la fonder.
Quelle femme tu choisiras pour t'accompagner sur le chemin de ta vie qui te reste à parcourir? Détrompe-toi, mon fils. Ce n'est pas chose facile, car n'oublie jamais que toutes les femmes peuvent faire des copines, mais toutes ne peuvent pas faire des épouses. Ne base pas le choix de ta femme sur des fantaisies. Ce n'est pas sa belle gueule qui te rendra plus heureux dans ton ménage. Choisis-la pour sa fierté, son intégrité et son amour-propre. Le respect que ta femme aura pour toi dépend du respect qu'elle se porte elle-même. C'est sur cette base que la société te respectera, car si ta femme ne te respecte pas, il en sera de même pour ton entourage. Mon aïeux disait d'ailleurs que l'honneur d'un homme sommeille entre les pieds de sa femme. Regarde ces hommes que les épouses insultent publiquement. Quel respect penses-tu que leur entourage leur porte? La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. N'oublie pas cette sagesse de chez nous. La plus grande partie de l'éducation des enfants est inculquée par leur mère, puisque le père est rarement présent. Il importe donc de prendre en compte ce que ta dame a dans la tête avant de te décider à avoir une progéniture avec elle. Une femme qui pense que le meilleur moyen de réussir dans la société actuelle est d'être belle ou bien maquillée est une femme qui n'a rien compris à la vie. Celle-là s'assimile à un vulgaire objet de décoration. Fais donc attention à ça, car ce qu'elle pense, elle l'inculquera à tes enfants. Si tu demandes à un chien d'éduquer ton enfant, ne t'étonne pas de voir ton enfant marcher à quatre pattes. M'a souvent dit ta grand-mère. Ton épouse doit apprendre à tes enfants le sens des efforts et du travail, notamment à tes filles. La réussite sociale d'une femme n'est plus d'épouser un homme qui a déjà réussi dans la société. Choisis ta dame aussi pour son aptitude à s'occuper de toi. On ne courtise pas sa future femme comme on courtise une copine. Amène-la souvent chez toi, passer quelques jours, afin de l'évaluer de ce côté. Tu pourras par exemple apprendre si elle sait s'occuper d'un toit et surtout cuisiner, c'est primordial. D'où l'importance de privilégier les rendez-vous à la maison que dans des restaurants. Un repas concocté par son épouse vaut des millions de fois mieux qu'un plat de restaurant. Là-bas, on ne sait pas qui cuisine, ni comment. Évite une paresseuse obsédée par son enveloppe extérieure, qui passera plus de temps devant un miroir qu'à veiller à la salubrité de son foyer. Pour savoir quel type de bosseuse est une femme, regarde ses ongles. S'ils sont longs et aussi lustrés qu'un meuble du palais présidentiel, dis-toi que celle-là n'a jamais tenu un balai de sa vie. Choisis ton épouse pour ses rapports avec ta famille. N'admets jamais dans ta maison une femme qui va mettre une barrière entre tes consanguins et toi. La femme, si tu l'as eue en chemin, tu peux la perdre à tout moment. La famille n'a pas de début, la famille n'a pas de fin. Choisis donc une femme au grand cœur. Chez nous, ce n'est pas deux personnes qui se marient, mais deux familles qui s'unissent. Nos familles là sont parfois insupportables, c'est comme ça.
Il est important de savoir si elle sera capable de supporter les caprices de ton vieux père et peut-être le rejet de ses belles-sœurs. Si, dans nos coutumes, lors du mariage, la mariée porte une corbeille et une hotte trouillée, ce n'est pas pour rien. Cette corbeille représente son cœur. Elle devra y mettre les vicissitudes du mariage. Et comme il est trouillé, il ne se remplira jamais. C'est ainsi que ton épouse doit être. Si certains mariages durent, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas de difficultés, mais parce que quand on a bien choisi son compagnon, on les supporte mieux. Une dame qui plie bagage pour un oui ou pour un non ne sera que de passage dans ta vie tôt ou tard. Une rivière qui déborde à chaque pluie fait fuir les campeurs, disait l'aïeux. Fais-la fréquenter ta famille, tes frères et sœurs, afin de voir comment sont leurs relations. Comment elle se comporte, par exemple, lorsqu'une de tes sœurs la regarde de travers. Observe les gens et les lieux qu'elle fréquente. Ce qui s'imprime dans nos têtes vient de notre entourage immédiat. Si elle passe sa vie dans les boîtes de nuit et débits de boissons, entourée de fêtards et de cuisses légères, tu peux à peu près te faire une idée de celle que tu comptes mettre dans ta maison. Un poisson qui provient d'une eau empoisonnée n'est pas bon à manger, m'a souvent dit mon grand-père. Elle devra faire de tes problèmes les siens, et pas une qui prendra ses jambes à son cou dès que le navire prendra un peu d'eau. Le mariage a des hauts et des bas. Si elle n'est pas capable de traverser toutes les situations avec toi, c'est une opportuniste dont il faudra te débarrasser. À ce propos, ne dit-on pas chez nous que lorsque tu adoptes un chien, tu adoptes ses pouces. Si elle ne voit que les bons côtés, fuis. Pour être fixé, fais-lui part de temps à autre de certaines de tes difficultés, même quand tu n'en as pas, juste pour voir sa réaction. Enfin, choisis-la pour ses ambitions. Ton épouse doit être capable de te pousser vers le haut. Elle doit non seulement être une incubatrice d'idées, mais un soutien dans tes projets. Savoir te dire quand un projet est bon ou pas. Évite de prendre quelqu'une qui va te constituer un fardeau, qui, lorsque tu feras le bilan de ta vie après quelques années, ne t'aura pas aidé à progresser. Tu devras donc, pendant que vous vous fréquenterez, lui exposer certains plans. De là, tu observeras sa réaction afin de l'évaluer de ce côté. Car, vois-tu, on ne construit pas sa vie pour une femme, on la construit avec elle. Bref, pour le reste, elle apprendra, car le mariage c'est aussi une école. Ne t'attends donc pas forcément à trouver une femme qui réponde à tous ces critères, mais qui sera apte à s'améliorer. Tiens compte de mes recommandations, mon enfant. Elles ne te garantissent pas une femme parfaite, mais une que tu pourras facilement supporter. Fin des citations. À chacun de s'en servir. On vous reviendra.